Voilà, c'est presque une annonce un là. teasing. À Roland-Garros, c'était incroyable, c'est un rêve d'enfant, tu vois ça à la TV. Coelho, j'ai joué 2 fois Coelho au premier paddle à Bruxelles, franchement, il fait peur. Pourquoi tu as arrêté finalement le tour? Ouais, bah ça, on va y répondre à la fin de la vidéo. Ça me tient donc, le coquin. Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ avec mon pote Nico. Il a quelques questions à me poser. Et oui, j'ai quelques questions à te poser, mais c'est surtout vos questions à vous. Alors, on a un petit peu mixé les questions qui se ressemblaient, tout ça. On les a mis ensemble. J'ai fait un petit ordre et j'ai même préparé 3-4 questions sur la fin, un petit peu salées, ça va être très sympa. Ça va être très sympa. Et en plus, celles-là, il ne les connaît pas. Les premières, il les connaît, mais les dernières, il ne les connaît pas. Donc, ça va être sympa. Allez, première question. Let's go. Alors, la première question, c'est quand et comment tu as commencé le padel? Donc j'ai commencé le paddle il y a maintenant 10 ans, ça fait un petit bout de temps, parce que j'ai joué au tennis de mes 5 à mes 12 ans et c'est grâce à mon papa qui m'a fait découvrir le paddle. Il y avait un club de paddle au Panorama pas très loin de chez moi et donc il m'a initié, il m'a dit tiens viens on va une fois faire un cours de paddle et j'ai directement accroché, puis mon voisin et mon parrain ont aussi commencé en même temps et donc finalement on était 4 et donc c'était très facile à faire des parties, on est tombé vraiment directement accro. Donc finalement, tu as commencé à 13 ans. Donc c'était il y a quoi? Il y a 9 ans maintenant? Tu as 22? 22, ouais, donc 10, 9, 10 ans. Une petite dizaine d'années. À ce moment-là, il y avait peu de clubs. Ouais, il y avait peu de clubs et très peu de joueurs. Donc c'est pour ça que comme on était déjà 4 de base, on pouvait jouer quasi tous les jours. On avait une partie, donc Ouais, ça dépendait juste du temps parce qu'à cette époque-là, il n'y avait vraiment pas de terrain à l'intérieur. Sauf à Evere sous une bulle, c'était le seul terrain indoor près de chez moi. Donc on dépendait fort du temps. Et donc tu as joué de tes 5 à tes 12 au tennis. Tu as été jusqu'à quel niveau au tennis? Donc j'étais numéro 2 dans ma catégorie d'âge en moins de 12 ans. J'ai fait finale à la Coupe de Borman, c'est un des tournois les plus prestigieux en Wallonie. Et je jouais vraiment 15-20 heures par semaine, je prenais des cours, okay, ouais, j'étais vraiment accro et mon père aussi jouait au tennis, donc on faisait en plus de ça des matchs. Je jouais comme maintenant au paddle, full-time tennis, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as complètement arrêté le tennis pour passer au paddle? On va dire que c'était un peu un dégoût parce que quand on est comme ça jeune, on a 11-12 ans, quand on est bien classé, on doit jouer contre des adultes en messieurs. Là, c'était en messieurs 2 et tu joues contre des adultes qui font 1m90, qui servent à 180-190 km/h. Donc c'est juste pour ça qu'ils gagnent et puis il y a pas mal d'adultes qui trichaient. Donc ça m'a un peu dégoûté de la compétition. Du coup, j'ai fait 1 an sans tournoi. Et à ce moment-là, j'ai perdu un peu le goût au tennis et j'ai commencé le paddle en même temps, quoi. Ok. Donc en lien avec cette première question, beaucoup de personnes ont demandé, se demandaient quand est-ce que tu as compris que tu pouvais te lancer sur le circuit pro au niveau du paddle? On va dire que comme j'étais un peu précurseur et que j'ai commencé assez jeune, donc j'ai pu pas mal évoluer de mes 12 à mes 15 ans. Et à mes 15 ans, j'ai déjà remporté un P1000, donc là c'était déjà quelque chose de, on va dire de… C'est pas rien, c'est pas rien. Un beau titre. Et j'étais vraiment le seul jeune, donc je me suis dit déjà à cet âge-là, j'ai été quelques semaines en Espagne quand il y avait des vacances, à Pâques, vacances d'été avec mon père. Et donc là, je me suis entraîné en Espagne aussi. Et donc quand j'ai fini ma réto à mes 18 ans, j'étais un jour à l'UNIF, à l'ICHEC, j'ai battu le record. Je suis parti à l'entracte du cours de maths, donc j'ai tenu 1 heure. Il connaît tellement rien aux études qu'il appelle ça l'entracte. C'est dire, c'est dire. Oui, enfin à la pause, quoi. Voilà, à l'entre-deux des cours. Voilà, exactement, très bien. Bah, écoute, je connais peu de gens qui ont tenu si peu de temps, hein, mais bravo. Pourtant, j'étais bon élève, hein, mes parents peuvent témoigner, mais j'aimais pas du tout étudier. Je suis un peu hyperactif, j'aime bien être en mouvement, j'ai toujours fait du sport. Donc… Et en plus, petite anecdote, du coup, je suis parti de l'ICHEC à la 2e heure de maths parce qu'une semaine après, je partais au championnat du monde junior au Mexique. Oh, chouette. Donc moi qui étais très studieux, je ne me voyais pas louper 10 jours d'école et devoir les rattraper par la suite. Donc j'ai pris la facilité, c'était d'arrêter plutôt l'école. D'accord. Bon, c'est une belle excuse, mais du coup, tu t'es dit à ce moment-là, bon, c'est quoi? C'est après ce championnat du monde junior que tu t'es vraiment lancé dans les FIP? Ou c'est avant? Ouais, donc j'avais aussi une idée derrière la tête, c'était
que je voulais en fait vivre du paddle et faire ça à temps plein, quoi. Je n'aimais pas être assis à l'UNIF en écoutant des profs, ça m'ennuyait. Ok. Donc je me suis dit, je suis sportif, j'ai envie de tenter l'aventure. Et donc, grâce à Patrick ici de la Casa de Genneval, il m'a offert quelques mois d'entraînement là-bas à la M13. Donc je suis parti m'entraîner là-bas à temps plein. Donc je faisais 2-3 semaines par mois là-bas, puis je revenais pour jouer des tournois. Et donc c'est là vraiment où j'ai même pu sauter dès la première semaine le groupe. J'étais dans le groupe un peu 2, on va dire semi-pro. Ils m'ont direct repéré et mis dans le groupe 1 avec LeBron et plein de top 100 mondiaux, quoi. Ok, Et là donc, tu t'es dit, bon, et donc là je me suis dit c'est vraiment un kiff et j'ai envie d'aller plus loin, faire des tournois, voyager. ok. Et donc à cette période-là, tu as fait plusieurs académies, une seule? J'en ai testé plusieurs, j'ai commencé à la M13 à Madrid et franchement là c'est l'académie où il y a la plus grosse masse de joueurs parce que c'est réputé. Il y a Galan Chingoto maintenant qui s'entraîne. À l'époque, il y avait Galan LeBron. J'ai bien aimé, mais je trouve que il y avait pas mal d'intensité, mais c'était un peu plus, on va dire, tu joues avec les stars, quoi. Tu Ok. vois, donc c'était très chouette parce que tu pouvais t'imprégner du rythme de top 20 mondiaux, mais les conseils techniques étaient un peu moins là. Donc ensuite, j'étais à Diagonal à Madrid et là, franchement, c'est celle que j'ai préférée. Avec Juanma Rodriguez qui conseille vraiment bien, qui m'a bien appris le paddle. Et donc, si je vous conseille d'aller à une académie, n'hésitez pas d'aller là. Il a même changé d'endroit, il s'est agrandi dans un plus beau club et franchement, en termes de coaching, c'est le coach que j'ai préféré. Ok. Donc tu as parlé des tournois FIP. Tu en as fait plusieurs. À quoi ça ressemble une journée type dans un tournoi? Ouais, j'ai voyagé 1 an et demi, donc j'en ai fait pas mal. Et finalement, c'est des journées assez spéciales hein, parce que le premier jour, souvent on arrive un peu la veille pour s'entraîner avec notre partenaire et pour arriver bien frais sur le tournoi parce qu'on veut performer évidemment. Et on va dire que le premier jour, il n'y a qu'un match. Donc parfois, tu es programmé à 19h et tu es déjà là sur place. Donc tu attends toute la journée, tu essayes d'aller un peu voir les matchs. Si le terrain est libre, de faire une petite partie d'entraînement pendant 1 heure, faire un peu de physique ou quoi. Mais il faut beaucoup attendre, quoi. Donc souvent, tu es dans ton hôtel en train de regarder Netflix, YouTube ou les matchs de paddle. Et le deuxième jour, on va dire qu'il y a 2 matchs. Si on arrive à passer les quarts de finale, bah, alors il y a la demi et la finale le dernier jour. C'est plus chouette à jouer les 2 derniers jours évidemment parce qu'il y a 2 matchs donc tu es plus sollicité. Mais le début de compétition, il faut être solide mentalement parce qu'on s'ennuie très vite sur le circuit, quoi. Ok. Donc tu as joué avec t'as joué beaucoup de FIP différents. Tu as joué avec des joueurs qui étaient dans le top 200, 300, 100, 50. Quelle est la différence selon toi entre les joueurs du top 100, 150, 200 et vraiment le top du top, top 10, top 20? Ouais, on va dire que techniquement, à partir du top 150, on est quasi tous parfaits. Mais c'est beaucoup dans la tête que ça se joue et le choix tactique, quoi. Ok. Quand tu vois les meilleurs, bon, évidemment, en termes techniques, ils font un tout petit peu mieux que les joueurs 100, 120. Mais ils ont chaque fois un petit coup d'avance en termes de smash. Bah, ils smashent mieux en termes de vibora, elle rebondit un peu mieux, elle est mieux placée, elle est choisie au bon moment. En termes de capacité physique aussi, quand on voit les joueurs pros s'entraîner, bah maintenant ils font quasi plus de physique que de paddle. Donc ils essayent de mettre 2 heures et demie de physique. Peut-être qu'un joueur comme moi ou comme un joueur 150 mondial, il a peut-être besoin d'un peu plus de temps sur le terrain. Il va être un tout petit peu moins bon physiquement. Ok. Mais eux, ils sont tellement bons techniquement, tactiquement, qu'ils doivent juste faire du physique. Et donc, je dirais, c'est fort sur les choix. Ils choisissent tout le temps, ils mettent la pression au bon moment. Toi, à 30 ans, bah, tu vas faire une petite erreur de retour. Eux, ils la feront jamais. Ils vont te jouer un très bon lob, tu vas reculer, la mettre comme tu peux. Et après, c'est balle de break et ils vont breaker. Ok. Donc, la moindre occasion, il faut la saisir. Et eux, ils la saisissent tout le temps. Tandis que nous, bah, de temps en temps, on fait encore des petites erreurs. Et donc ton meilleur classement, c'était 143. 143. Ouais. Tu penses que si tu avais continué, tu aurais pu aller jusqu'à quel classement? Au maximum, ce qui aurait été réalisable? Ouais, je pense que top 100, il y aurait eu clairement moyen parce que c'est beaucoup de la constance, hein. J'ai été 143e en 1 an et demi et j'avais encore 19 ans. Maintenant, je sens que 3 ans plus tard, bah, je suis beaucoup plus mature. Donc dans mon jeu, même si je joue un petit peu moins bien qu'avant parce que je m'entraîne moins, je sens dans ma tactique de jeu, dans ma maturité que là-dessus, je suis plus fort. Et je pense qu'avec mon niveau à l'époque et cette maturité de maintenant, je pense que j'aurais pu encore mieux jouer, arriver top 100 sans problème, quoi. Mais comme je l'ai dit, c'est beaucoup la constance. C'est arriver à tenir 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans le circuit professionnel qui est une vie très très dure.
c'est ça qui est pas facile, quoi. Mais donc, ce que beaucoup de personnes se demandent, c'est pourquoi tu as arrêté finalement le tour? Ouais, bah ça, on va y répondre à la fin de la vidéo. Ça me tient donc, le coquin. Ah bah tout simplement parce que j'aimais pas voyager et que c'est une vie très difficile. Donc j'ai voyagé 1 an un peu partout dans le monde. Chaque semaine, tu prends 2 vols. Tu es aux 4 coins du monde, tu dois t'adapter au changement d'horaire. C'est pas une vie facile parce qu'il y a les résultats. Tu gagnes parfois, parfois tu perds, tu es à l'autre bout du monde. Niveau social aussi, c'est difficile parce que tu n'as plus beaucoup d'amis, tu es aux 4 coins du monde, bah, les gens ils vivent sans toi. Ouais. Donc ça, c'est pas facile. Et c'est surtout le fait de voyager. Je trouve voyager, j'aimais pas trop ça, prendre l'avion, je m'ennuyais très fort. Et c'est un rythme de vie très très difficile. Donc je pense que soit tu aimes bien ce genre de vie un peu nomade, tu te déplaces partout. Moi, je suis quelqu'un de très casanier, donc j'aime bien ma vie actuelle. Maintenant, j'ai choisi de jouer qu'en Belgique et en France, quand c'est pas très loin. Et bien sûr, là, avec la chaîne YouTube, je vais essayer de rejouer quelques FIP. Donc, j'essaierai de faire 5-10 FIP par an quand c'est pas très loin. C'est déjà beau, 5-10 FIP, ce serait déjà top. Ça m'a manqué un petit peu, évidemment. L'année passée, j'ai pas bien. beaucoup joué. Je sentais que ça m'animait moins de jouer au paddle parce qu'il y avait plus trop d'objectifs. Que là, j'ai vraiment envie de rejouer un peu plus, retrouver un bon niveau. Et donc voilà, je suis content avec ça. Je pense qu'à l'époque, j'étais encore un peu immature. J'avais 18 ans quand je suis parti aux 4 coins du monde. Je pense que maintenant, si j'avais commencé à 22 ans à voyager, ça aurait été déjà plus différent que quand tu es jeune et que tu as 18 ans. C'est presque une annonce là. Voilà, c'est presque une annonce un là. teasing, Incroyable. Maxito sur les circuits. Bon, tu as joué déjà récemment. Il a joué le FIP à automne. Bon, ça s'est pas très bien passé. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le premier, il faut se remettre dedans. Eh oui. Mais du coup, comment ça se passe les FIP? C'est toujours très organisé, très carré? Ça, c'est aussi très difficile et c'est pour ça que j'aimais pas trop faire ça parce que ça demande beaucoup de gestion. Quand on voyage comme ça, c'est à nous d'organiser le transport, l'hôtel, réserver les terrains. Ça prend énormément de temps et parfois, quand on arrive dans des FIP, on se retrouve dans des clubs où on se dit mais c'est ici qu'on joue, comment c'est possible quoi? Tu es dans un club dans oui, tu peux te retrouver dans un club où par exemple, je sais pas, c'est très bas de la grille est cassée ou c'est vrai? Ou la moquette, il y a quasi plus de moquette, tu joues dans des conditions de jeu. Ouais, en tout cas, maintenant un petit peu moins, je pense que c'est pas mal professionnalisé, mais il y a encore 2 ans, en FIP, quand tu te retrouves dans des tournois, tu te dis, mais allez, on va jouer ici. Mais par contre, quand on va jouer le premier paddle, j'ai eu la chance de jouer tous les majors, donc c'est les grands chelems au paddle. J'ai joué Roland Garros, Rome, le Qatar et le Mexique. Et là, franchement, t'es comme au tennis si t'es Nadal ou Federer, quoi. À Roland Garros, c'était incroyable, c'est un rêve d'enfant, tu vois ça à la TV, t'arrives dans les vestiaires et tout ça. Moi, j'ai pas joué sur le central, j'ai joué sur l'annexe. Mais par contre, quand tu vois les joueurs jouer sur le central, c'est incroyable. Ouais. J'ai pu m'échauffer là-dessus, tu regardes les tribunes et tout ça, c'est un rêve de gosse, quoi. Donc on va dire que les premiers paddles sont très bien organisés, mais les FIP, c'est un peu plus comme les challengers en tennis, quoi. Les tournois un peu moins bas de gamme où il faut un peu plus se battre mentalement parce que les conditions sont pas top. Tu parlais justement des joueurs là sur le central, etc. Tu as pu jouer avec, contre beaucoup de joueurs. Quel a été les quelques joueurs qui t'ont le plus impressionné sur le terrain? On va dire Coelho, j'ai joué 2 fois Coelho au premier paddle à Bruxelles. Franchement, il fait peur, il est grand, il a de l'envergure et il faut vraiment le jouer à ça de la bande du filet parce que tu joues un peu plus haut, il t'envoie une claque, pam, tu lobes un peu trop, il envoie au smash. Il faut tout le temps jouer juste. Il y a un autre joueur en termes d'intensité qui m'a pas mal surpris, c'est Stupa. J'ai joué Stupa à la Coupe du Monde et lui, je voyais vraiment qu'il voulait pas rester sur le terrain, quoi. En transition, il allait à une vitesse. Et pourtant, c'est pas un des plus gros smashers, mais là, à ce moment-là, il faisait un petit peu chaud au Qatar et il tapait vraiment très très bien. Donc on va dire c'est 2 joueurs qui m'ont pas mal surpris. Évidemment, j'ai joué beaucoup de joueurs professionnels, mais je vais en retenir 2, c'est ces 2-là, quoi. Ok, d'accord. J'aurais pensé, comme tout le monde est fort sur Tapia. Tapia, évidemment. Ouais, bon, évidemment, c'était pas un peintre, hein, je m'en doute. Non, j'ai joué 2 fois Tapia, il fait des cours croisés, il fait des trucs que tu t'y attends pas. Tu te dis mais comment c'est possible? Je fais une bonne balle, le mec il ferme ses yeux, il la met là. Et donc Tapia, c'est sûr en termes de magie, mais je veux dire en termes de peur de jouer contre, c'était Coelho, quoi. Tu jouais une balle, tu te dis mince, je dois tout le temps jouer juste parce que sinon je me prends un missile, quoi. Je pense qu'il est encore plus grand que Lebron, hein? Je pense qu'il doit faire quoi, un 88-9. Ouais. Et LeBron un 85, donc c'est quand même des beaux athlètes, quoi. Ouais. Et puis les gauchers. Et les gauchers, c'est toujours chiant de jouer des gauchers. Terrible. Beaucoup de personnes se demandaient aussi quel a été ton partenaire favori?
Bah, on va dire que c'est assez facile, je dirais Clément Gaines parce que c'est avec lui qu'on a fait nos meilleurs résultats, mais on va changer un peu la question, on va dire Joker que je peux pas dire Clément Gaines. Ouais, allez, on enlève Clem. Et donc moi j'aime bien jouer avec Jérémy Gala, donc si vous le connaissez c'est un bon joueur belge, parce qu'il a un style de jeu qui me plaît bien, parce qu'il se mâche très bien au-dessus de la tête, il défend très très bien, et donc j'arrive à bien construire le jeu avec lui, je m'entends plutôt bien avec lui aussi. Et le fait qu'il se mâche très bien, moi j'adore avoir un joueur qui est au-dessus de la tête, qui est très fort, parce qu'alors on me sollicite un peu plus dans la volée, dans la vibora, et c'est ce que je kiffe qu'on joue sur moi, quoi. Et Jérémy, aussi un mec qui se bat sur toutes les balles. On a parfois pu le voir comme ça sauter presque sur la vitre et tout. Ah ouais, c'est un gymnaste, lui, il se bat jusqu'au bout, quoi. Ok. Et il met une intensité, j'aime bien jouer avec lui. Ok. Donc le cher Jérémy Gala. Alors dis-moi un petit peu quel a été ton meilleur souvenir sur le circuit, ta plus grosse victoire ou une grosse défaite qui t'a marqué ou voilà. Bah, on va dire qu'à mon premier tournoi professionnel, on est parti avec Clément Gaines au Qatar. Et donc j'avais 18 ans, c'est mon premier tournoi à l'étranger. Bah, j'étais fort stressé. C'était un bronze? C'était non, un FIP Star. Donc à l'époque, c'était la troisième plus forte catégorie de FIP. Ok. Donc c'était quand même un gros tournoi où il y avait pas mal de top 100 mondiaux. Et on a réussi à atteindre la finale. C'est incroyable. On a c'est battu un en résultat quart de super. finale des bons Français Blanquet et Inzerilo. Et en demi-finale, on a battu Nachi Sadjer, qui est maintenant en top 40 mondial. Donc c'était une très belle victoire et c'est plutôt un très bon souvenir, on va dire, ce tournoi-là, parce que j'étais très très stressé. J'avais un peu peur de rentrer dans le bain du circuit professionnel. Et finalement, malgré cette pression, on a atteint la finale. Et donc par la suite, c'était un peu un grand boom. Quand même j'étais à l'académie en Espagne, ah incroyable, Ouais. ton premier tournoi, tu as battu un tel, un tel, un tel. Moi je connaissais pas les joueurs, donc les joueurs m'estimaient un petit peu plus qu'avant dans l'académie en Espagne parce que j'ai fait des très bons résultats, ils me connaissaient pas. Et par la suite, un peu plus la presse et sponsors. Donc on va dire que c'est ce tournoi qui m'a permis aussi de me lancer rapidement dans le circuit professionnel. C'est ça qui a un peu mis un coup de boost au début de. Voilà, et directement, c'est ton premier tournoi, tu fais finale, c'est un rêve de gosse, tu as envie de continuer. Et donc je me suis lancé directement dans tous les tournois FIP possibles. Allez, on va maintenant construire ton joueur au top, ton joueur hybride au top. On peut choisir seulement parmi les Belges. Parmi les Belges, ok. Donc les 5 critères différents, ce seront donc le physique, la volée, la défense, le smash et la vibora. Voilà, ok. Bon, seulement parmi les Belges, hein, seulement parmi Et les je Belges. peux en Donc dire que un, évidemment. tu en pas- choisis que un. Tu en choisis que un et le joueur pourra rester seulement une fois. Ok. Hein, tu peux pas, voilà, bon. Donc la vibora. Parmi les critères, bah, la vibora, je choisirais la mienne. Évidemment, celle de Clem est très forte aussi. Moi, c'est un style un peu plus différent à droite, mais je choisirais la mienne. Ok. Je pensais aussi que tu allais dire Clem. Ok, tu te choisis toi, très bien. En volée. Voilà, c'est là où je voulais choisir Clem, parce que je trouve qu'il volaille très bien, surtout sa volée de coup droit décroisé. Celle-là, elle est fatale. Donc pour moi, Clem, en termes de volée d'intensité, il est très dur, même en termes de réflexes, si on parle. Il a des très très bons réflexes, voire les meilleurs en Belgique. Et donc quand on joue vite, il les renvoie très vite. Donc pour moi, Clem est le meilleur volleyeur en Belgique. Et là, en plus, ce qui est bien, c'est que donc toi et Clem, vous ne pouvez plus être cités. Donc Voilà. maintenant, physiquement, on choisit qui? Physiquement, Arthur de Greef. Franchement, sans Ok. hésitation, c'est une bête physique. Il est équipe nationale et il fait vraiment beaucoup de physique. Il fait même maintenant des Irox. Donc lui, quand vous jouez, si De vous plus faites... en plus de monde. Hein, de Ouais, plus en plus les de gens monde. sont fans d'Irox. Ouais. Et donc Arthur de Greef, quand on le lobe, puis on joue une chiquita, franchement, il galope. Il est là partout. Physiquement, c'est une machine. Au niveau du smash, tu choisirais qui? Au niveau du smash, bah, comme j'ai dit précédemment, Jérémy Gala, pour Ah. moi, qui smash. Moi, je Le- croyais que tu allais dire moi. Ah, j'ai hésité, franchement. T'as hésité. Ok, Jérémy Gall. Le par 5, peut-être que Le ce par sera 5. toi, mais Le smash épluché, vous voyez, quand vous grattez la balle là, et qu'elle. voilà. Ouais, celle-là, elle est bien, là, je la maîtrise. Donc Jérémy Gala, en termes de puissance, franchement, c'est un bœuf. Et en termes de vitesse de bras, il smash vraiment bien. Quand on joue dans des conditions où la balle elle sort, c'est vraiment chiant à le jouer parce qu'il peut la sortir de n'importe où. Et c'est même un des seuls joueurs sur le circuit belge à utiliser le smash sauté. Ça, il fait Ouais. vraiment bien. Comme c'est un gymnaste, il saute très haut, il a une bonne détente. Parce qu'en plus,
Jérémy n'est pas quelqu'un de super grand non plus. Hein. Non, il a, à mon avis, ma taille, Plus ou moins ta taille, 1m75. hein, ouais, c'est ça, c'est ça. Il a une très bonne détente et c'est un ancien gymnase. Ok. Donc c'est le smash de Jérémy. Le smash de Jérémy Gala. Et en dernier, donc, qu'est-ce qui nous manque? La défense. La défense, la défense. Ah, c'est peut-être là que tu voulais me citer. Bah, j'aurais aidé de citer au physique. Ouais. Bon, allez, la défense donc. Donc pour la défense, franchement, c'est pas facile. Comme on est belge, on a tous des styles de jeu assez agressifs. On a tous joué au tennis. Mais je pense François Azzola qui défend très très bien. Il est très mobile, il bouge bien en défense. Il tourne bien dans les doubles vitres. Il a un bon lob. Donc pour moi, c'est un très bon défenseur. Il est en équipe nationale aussi. Hein. Ouais, il est en équipe nationale. Ok, c'est très bien. Félicitations à lui. Une autre question que les gens ont beaucoup posée, c'était selon toi ton meilleur coup et ta plus grosse faiblesse? Bah, mon meilleur coup, je pense que c'est quand même la Vibora. C'est un coup que j'ai eu directement dans le paddle, que j'ai pas mal travaillé et je pense que c'est un de mes coups forts. J'aime bien la jouer en croisée assez forte. Donc ma faiblesse, je pense que c'est quand même la sortie de terrain. En Belgique, c'est difficile à pratiquer parce qu'il y a très peu de clubs où on peut sortir. Donc moi, je ne suis jamais très à l'aise quand je sors. Et en plus, comme je suis à droite, je vais sortir uniquement quand c'est un joueur de gauche qui va taper en diagonale. Donc il n'y a déjà pas beaucoup de joueurs de gauche, il n'y a déjà pas beaucoup de terrain où on peut sortir. Donc c'est quelque chose de pas facile à pratiquer. Je suis jamais très à l'aise quand je la défends, c'est un peu la panique. Je la remets comme je peux. C'est pas très efficace. Oui, je me souviens d'ailleurs que tu m'avais dit que tu sortais comme un crabe. Voilà, je sors comme un crabe. Et comme vous avez pu le voir à la dernière vidéo P1000 de Valenciennes, j'ai réussi toutes mes sorties. Hein. C'est vrai. Elle n'est pas fameuse, mais j'ai remis comme j'ai pu et ça a passé. Déjà, tu arrives à la toucher, c'est déjà incroyable en soi. Aujourd'hui, tu donnes beaucoup d'entraînement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et est-ce que ça t'apporte quelque chose dans ton jeu en lui-même ou dans ta vision du paddle? Ouais, donc depuis que j'ai arrêté les FIP et le premier paddle, j'ai décidé de coacher. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Même quand évidemment je voyageais, je donnais de temps en temps quelques cours et ça m'a toujours passionné. Les gens disent que j'arrive bien à transmettre ma passion et que je suis très pédagogue. Donc c'est assez chouette. Et vous pouvez d'ailleurs réserver, hein. Il suffit de chercher Maxime Deloyer sur Google. Voilà. C'est l'instant promo. Ma petite tête apparaît. Voilà, vous avez son site et vous pouvez réserver en ligne un cours avec lui. Et ce sera ici, dans ce bel voilà, endroit. Ce sera ici à la Kesa. Voilà. On se croisera peut-être d'ailleurs. Voilà. Demandez-lui un petit autographe hein, parce que maintenant, ouais, depuis la chronique, c'est une star. Ouais. C'est ça, exactement. Une grande star. Et est-ce que ça m'aide ou pas? Je pense pas parce qu'à force de jouer avec les élèves, on perd un petit peu le rythme. Nous, on est habitué à un rythme de top 100 mondial. Donc le fait de jouer avec des 200, des 300, on perd un peu le rythme, mais c'est pas grave. De temps en temps, j'ai Jérémy Debot contre qui j'ai joué en finale en élève. Donc ça, c'est assez chouette parce que je peux faire un peu sparring et je peux jouer à mon rythme. Mais dans la plupart des élèves, c'est évidemment normal hein, parce que un élève est moins fort, donc je ne peux pas m'entraîner avec. Mais je me disais peut-être, mais j'aime bien, je pense que ce que les gens entendaient par là, peut-être, tu sais, d'avoir une vision différente, étant donné que toi, tu vas expliquer techniquement, tactiquement, est-ce que quelque part, ça peut t'apporter à toi aussi ou pas tant que ça? Pas tant que ça, franchement, parce que ce que j'explique à mes élèves et j'essaye d'apprendre, c'est ce qu'on m'a appris en Espagne. Okay. Donc, c'est des choses plutôt claires dans ma tête. D'accord, très bien. Donc là, Maxime, on va passer à mes questions à moi. C'est les plus sympas. Bon, je suis sûr les qu'il y en a... gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker. Je suis sûr qu'il y en a où tu ne vas pas vouloir répondre. Mais bon, ça sera coupé, vous ne pourrez pas le voir. Alors, dis-moi un peu, ça c'est un truc aussi que beaucoup de gens se posent, mais d'une manière globale. Combien ça gagne un joueur pro? Genre, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est pas rentable? Non, c'est pas rentable. Nous, on a de la chance. On va dire que les Français, les Italiens, les Belges, les Suédois, on est très vite les meilleurs de notre pays. Donc, quand tu es 80e mondial et peut-être 40e espagnol, il y en a 39 devant toi meilleurs. Ouais. Donc, c'est très difficile pour eux de trouver des sponsors. On va dire en Belgique, en France, en Italie, en Suède, on gagne plutôt bien notre vie avec les sponsors. Ça nous permet de ne pas investir de notre poche dans les tournois, etc. Mais on ne ressort pas de l'argent là-dessus. C'est juste pour rentrer dans nos frais. On ne peut pas se payer un salaire, quoi. Ok, donc malheureusement, il ne peut pas se payer une Rolls-Royce fantôme. La Ferrari, c'est pas pour maintenant. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. C'est pas avec les victoires. En fait, finalement, c'est un peu comme dans. C'est comme le double tennis. Hein, c'est ouais. Très difficile comme c'est un sport d'équipe. Les prize money sont divisés en deux.
Donc c'est pas facile. Et déjà au tennis, hein, beaucoup de joueurs disent que si tu dépasses le top 100, enfin si tu es 120e, 150e… Ah ouais, là tu gagnes rien, quoi. Voilà, c'est ça. Allez, la petite lumière s'est allumée, le monde va commencer à arriver au club, donc on va devoir terminer. Mais avant toute chose, deux petites questions toutes simples. Qui est le meilleur joueur de gauche en Belgique? Bah facile, c'est Clément Gaines. C'est vrai. Hein. Qui est le meilleur joueur de droite en Belgique? Bah, je vais dire moi, évidemment. Ah, il l'a dit quand même, Ah le ouais. coquin, il l'a dit. Bon, la dernière question, est-ce que le fait comme ça d'être un peu pro, un peu médiatisé, l'Instagram, tout ça, est-ce que ça aide avec les femmes? Alors, ça peut aider évidemment, mais pas forcément dans mon cas parce que je suis quelqu'un de très casanier. Je pense que si tu mets beaucoup en valeur que tu es joueur pro sur les réseaux, que tu sors, que les gens te reconnaissent dans la rue, ah tiens, c'est lui, il va en boîte de nuit, il va dans les bars, Ouais. tu te crées un peu une réputation. Moi, C'est je vrai suis que pas, ça, tu fais pas. moi, je suis pas du tout dans ce milieu-là, donc les gens qui me connaissent, bah, c'est grâce aux réseaux sociaux ou grâce au paddle. Donc, C'est vrai que tu es assez sage. En réalité, j'ai posé la question, mais je savais que tu étais assez je suis sage. pas un bon profil pour cette question. Ok, bon, malheureusement. Bon, moi, j'ai posé toutes les questions que j'avais. Hein. Voilà. Mais Donc, moi, j'ai une question pour toi, Nicolas. T'as une question, mais pourquoi tu aurais une question pour que tous les gens ils s'en foutent? Qu'est-ce que tu veux me demander? Je sais pas. Si je veux bien t'épouser ou un truc comme ça. Attends, je réfléchis à une question. Étant donné que tu as commencé sur le circuit assez jeune, tu as eu quand même un certain engouement médiatique autour de toi. Est-ce que tu as ressenti beaucoup de pression par rapport à ça? Pas forcément de la pression parce que j'aime beaucoup, par exemple quand je joue à Tour et Taxi, on joue devant 5000 personnes, c'est franchement cool, ça me booste à mieux jouer. Quand les gens me soutiennent sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout de la pression, c'est plutôt très gentil de leur part et je suis très content de ça. Mais par contre, tu as un peu de pression toi-même que tu te mets quand tu voyages au Mexique, que tu mets 12 heures à arriver sur place et que tu te dis tu as un gros premier tour ou que tu vas en Argentine, etc. Tu n'as pas forcément envie de perdre au premier tour et de prendre le lendemain un vol retour, quoi. C'est ça. Donc c'est plutôt cette pression-là qui n'est pas facile à gérer et savoir jouer son paddle à soi, pas jouer petit bras quand tu es à l'autre bout du monde et que tu as envie de performer, quoi. Bon, mais Maxime, les gens commencent à jouer là. Hein. Il est temps de partir là. Il est tard maintenant, donc je crois qu'on a posé toutes les questions. Et donc je vais te laisser conclure cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce format de vidéo FAQ. Si vous aimez bien, on peut faire un volet 2 avec quelques questions en plus. Dans quelques temps. Voilà, dans 6 mois. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao les gars.